Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver sur 8 Mont Blanc. Nous sommes le lundi 22 juin 2020. Au sommaire de votre journal ce soir. Ce lundi, c'est la journée nationale de réflexion sur le don d'organes. Y avez-vous déjà songé? Depuis 5 ans, au centre hospitalier Annecy-Genevois, le protocole Maastricht 3 a déjà permis à 34 personnes de donner un ou plusieurs organes. Un reportage y est consacré dans ce journal. J-6 avant le second tour des élections municipales, ce soir nous partons du côté de Régnier-Aizerie en Haute-Savoie à la rencontre des 3 têtes de liste à la mairie. Ce samedi 20 juin, une centaine de personnes s'est mobilisée à Annecy pour revendiquer les droits des personnes sans papier et des migrants en France. L'Union syndicale solidaire 74, la Ligue des droits de l'homme 74, Attaque 74 et d'autres en étaient à l'initiative. Une manifestation qui s'est déroulée dans le calme. Ce lundi signe aussi la rentrée en France. Les règles sanitaires ont été assouplies dans les écoles. Alors, qu'en pensent les parents et les enfants? Et puis surtout, comment s'est passée cette rentrée? Victoria Lopez et Lilia Kelfaoui se sont rendues à la sortie de l'école maternelle et élémentaire de la Grenette à Épagny. C'est un soulagement, c'est aussi pour dire au revoir à l'école, je pense. Il reste que 2 semaines. Donc voilà, c'est plus pour dire au revoir à son maître. L'année prochaine, c'est un changement de classe. Voilà, c'est bien. Je ne suis pas d'accord pour qu'il y ait trop d'enfants dans la classe. Ma fille est aussi. Elle est au CP, elle a 6 ans. Et j'ai peur pour elle aussi, surtout pour elle. C'était bien. Et t'as fait quoi aujourd'hui? On a fait les chiffres, on a fait les lettres, on a fait les mathématiques. C'est mieux qu'une interruption globale de 6 mois. Et donc non, c'est bien, ils ont besoin de se resociabiliser. On est content pour eux et pour nous. On a vu ce matin en arrivant que c'était bien géré au niveau du flux, au niveau de fermeture de grille entre chaque classe, que tout de suite ils se lavaient les mains au gel. Donc on se dit si ça commence comme ça, c'est qu'à l'intérieur c'est pareil. Donc non, pour l'instant ça va. On a fait un peu de cantine. C'était une vite journée. On a fait tout vite, hein. On a fait tout vite. Mais il y a un peu le virus là. Le côté social, on n'en a pas trop manqué, mais il était très heureux de reprendre le chemin de l'école pour voir ses copains de classe. Ouais. En voyant son sac d'école, il m'a réclamé plusieurs fois de vouloir retourner à l'école. Après, c'est pas un fondu d'école, je pense, comme son papa, mais non, je pense qu'il est content, il était content d'y aller, il n'y a pas eu de pleurs, tout s'est bien passé. Une rentrée pour les élèves, mais aussi pour les cinémas. Après plusieurs mois passés devant un écran noir, ils vont pouvoir projeter de nouveau des films pour notre plus grand bonheur. On retrouve Sébastien Germain au cinéma L'Astrée à Chambéry. Oui, bonsoir Clémence. Tu l'as dit, je suis donc en direct du cinéma L'Astrée ici à Chambéry. 3 mois que les amateurs de cinéma, 3 mois que les exploitants de salles attendaient cela, la réouverture des salles obscures. Et je suis en compagnie d'un homme heureux, monsieur Patrice Palombo. Bonsoir, merci de nous accueillir chez vous. Bonsoir. Alors donc vous êtes le directeur du cinéma L'Astrée ici à Chambéry. Quel sentiment prédomine ce soir? Écoutez, nous sommes une petite équipe de 7 personnes et on a tous le sourire. Voilà, donc on accueille à bras ouverts les spectateurs qui ont patienté pendant des mois durant cette ouverture. Donc on désespérait, on est bien content de pouvoir ouvrir avec une très belle programmation. Et puis voilà, des événements qui viendront durant cet été et à la rentrée accompagner cette réouverture. Comment est-ce que vous avez vécu cette longue période je le disais en introduction, de 3 mois sans pouvoir ouvrir votre établissement? Écoutez, on était dans l'ouverture de la quinzaine du cinéma espagnol. C'est une grosse activité avec 25 films, plus une programmation régulière. Et on avait des invités qui devaient venir. Donc on a été coupé au bout de 3 jours. Donc effectivement, la décision de fermeture, on l'a vécue douloureusement. Mais dès qu'on a fermé ce cinéma, on sentait que la réouverture allait être beaucoup plus douloureuse et beaucoup plus longue. Donc voilà, je suis venu régulièrement dans ces lieux pour faire tourner le matériel, parce que quand même, il a besoin de tourner. Et chaque fois que je traversais la salle, eh bien, j'avais l'estomac qui était noué. Voilà, c'était un peu comme si le temps s'était figé et qu'on ne savait pas trop à quelle sauce on allait être mangé. Donc très douloureusement, mais aussi avec beaucoup d'espoir, parce qu'on a envie de rebondir. L'homme n'a jamais été aussi bon que quand il se trouve au fond. Eh bien, je me disais, voilà, on vit une période qui est quand même très très dure.
pour notre société. Et donc, on vit avec l'espoir de redonner goût aux personnes, de ressortir, de partager, de donner du sens. Pendant 3 mois, ça a été les petits écrans, la petite image qui a été privilégiée, confinée chez nous. Or, le cinéma se pense en grand, et donc on réouvre nos portes pour que ces gens, pour que ces spectateurs, pour que nous tous, on puisse partager. Plus l'image est grande et plus elle est à partager. Une reprise forcément marquée par les mesures sanitaires. Explique-nous un petit peu ce qui est mis en place ici. Oui, donc on a suivi un protocole établi par la Fédération nationale des cinémas français. Et donc, il y a des gestes barrières. Je peux en citer deux ou trois. Le masque dans le hall, au niveau de l'accueil, ou lorsqu'il y a des circulations. On peut l'enlever pendant la séance. Vous pouvez venir en famille, donc vous ne serez pas séparés dans la salle. La jauge a été revue dès ce week-end à 100%, mais il faut laisser quand même une place de part et d'autre, soit du groupe, soit de l'individu. Et puis sortir par les issues de secours dans notre configuration à nous, pour éviter que les spectateurs puissent se croiser. Pour éviter justement cette concentration-là, les séances ont été échelonnées pour pas que ce soit la même heure pour tous les films. Un mot également sur la programmation, vous l'avez dit, beaucoup de choses à voir. Il y a des films qui étaient particulièrement attendus. Les sorties ont été décalées ou certains films qui étaient déjà sortis sont ressortis. J'imagine qu'il y a de très belles choses à découvrir tout au long de l'été ici. Ah bah oui, tout à fait. Donc nous, on a repris la programmation de la semaine du 15 mars, là où on était arrêté. La quinzaine du cinéma espagnol, malheureusement, elle ne peut pas être reconduite. C'est pour ça que je vous disais qu'on va faire des événements. On va peut-être faire un petit effort pour rattraper cet événement-là, mais on n'a pas la capacité financière de remettre en chantier une telle animation. Donc on a repris la programmation et puis enrichi par des nouveautés. Donc je salue les distributeurs français qui sortent leurs films en cette période, parce que c'est très courageux. Et je pense notamment à Diafana et le François Ozon été 85 qui va sortir mi-juillet. C'est pas du tout évident, c'est une grosse sortie. C'était pas évident de sortir au mois de juillet. Et bien voilà, on est là pour accompagner. Et cette semaine, par exemple, on a le film d'Agnieszka Holland, film polonais, L'ombre de Staline. On a Le Capital du XXIe siècle, d'après le livre de Thomas Piketty. Et puis un premier film allemand, Béni, voilà, qui vient enrichir les 3-4 films qu'on avait au mois de mars. Je pense notamment à La Belle Épouse, qui est un film formidable, avec un très très bon bouche à oreille et qui, au bout de 3 jours, a été malheureusement amputé. Donc voilà, on le représente à l'affiche. Je pense aussi à De Gaulle, avec Lambert Wilson. Et puis, idem, encore un film polonais, La Communion, un film américain, Dark Waters, et puis un Divan à Tunis. Voilà, c'était ces 5 films qui étaient proposés au mois de mars, et on les ressort, j'espère, avec la même dynamique qu'à l'époque. Dernière chose, on a vu tout à l'heure dans l'après-midi les clients, les fans de cinéma, les passionnés de cinéma arriver. Ils vous ont manqué, j'imagine, et puis on les a sentis contents de vous revoir. Alors voilà, j'ai manqué en fait, j'aurais dû amorcer cette interview avec un remerciement, mais du fond du cœur, à tous les spectateurs qui ont manifesté pendant ces 3 mois un soutien. Ils nous ont téléphoné, ils nous ont envoyé des mails. Chaque fois que j'en apercevais 1 ou 2 dans la rue, alors quand est-ce que vous ouvrez? Mais s'il faut faire des actions, s'il faut qu'on... Voilà, donc beaucoup de spectateurs, on peut vous donner un coup de main pour rénover, pour mettre en place les gestes barrières. Enfin, donc tous ces élans de solidarité, c'est vrai que c'est un public qui nous est cher. Et c'est vraiment partagé parce qu'on nous apprécie bien et nous, on apprécie énormément le public qui fréquente les salles de l'Astrée, du Forum. Mais voilà, aujourd'hui, le message est universel. Je veux dire, tous les spectateurs de tous les cinémas, voilà, je pense qu'on va les accueillir avec cette envie, quoi. Merci beaucoup, Patrice Palongo. Bon courage à vous et à votre équipe pour cette reprise. Merci à vous, et puis venez parce que les cinémas sont ouverts. Merci beaucoup, merci Clémence. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette réouverture des cinémas ici, tout en France, et notamment du côté de Chambéry.
Merci beaucoup Sébastien et puis merci au cinéma de l'Astrée à Chambéry d'avoir fait rentrer dans son antre. Nous connaissons enfin les 21 lauréats du Festival international international du film d'animation d'Annecy. Les prix ont été remis ce samedi 20 juin. Alors, le cristal du long métrage revient au Français Rémi Chaillet pour son film Calamity, une enfance de Martha Jane Canary. Le cristal du court métrage est attribué au Canadien Théodore Huchev avec Physique de la tristesse. Le prix du jury long métrage, cette fois-ci, est décerné au film The North of the Conspiracy of Marevik. Le cristal, pour une production TV, revient à l'Odyssée de Choum. Voilà pour quelques noms. Sachez que la cérémonie est à revoir sur la chaîne YouTube du festival si vous l'avez manqué. Le grand gagnant de cette année, donc le cristal du long métrage, s'appelle Rémi Chaillet. Il a été récompensé pour son film d'animation Calamity, une enfance de Martha Jane Canary. Victoria Lopez s'est entretenue avec lui un peu plus tôt dans la journée. On l'écoute. Rémi Chaillet, bonsoir. Vous avez reçu le cristal du long métrage, le prestigieux prix du Festival du film d'animation d'Annecy. Que représente ce prix pour votre film Calamity, une enfance de Martha Jane Canary? C'est très chouette, c'est difficile d'exprimer ce qu'on ressent. Bon, c'est 5 ans de boulot avec 170 personnes, donc on s'est tous battus pour essayer de faire le meilleur film possible. Et là, c'est la reconnaissance des pairs. C'est vraiment Annecy, on est chez nous, c'est le festival d'animation, on vient tous les ans. On revoit les copains là-bas, on voit ce qui se fait dans l'animation, donc c'est vraiment très important c'est un prix très important pour nous, quoi. Ça nous va droit au cœur. Même si cette année c'est un festival 100% en ligne, vous avez pas eu l'effervescence de cette remise des prix avec le public, mais j'imagine que la saveur en tout cas est toujours la même. Oui, c'est ça. On aurait bien aimé le présenter à Bonlieu dans la grande salle, d'avoir le public et les copains avec qui fêter ça. Voilà. Mais après, le Festival d'Annecy s'est battu pour faire ça au mieux. C'est plutôt une réussite. C'est vraiment impressionnant ce qu'ils ont fait avec le peu de temps qu'ils avaient à faire. Et même moi, j'ai été au festival cette année. J'ai vu plein de choses. J'ai peut-être vu plus de choses que quand on est sur place et qu'on a travaillé. Et du coup, c'est une belle expérience quand même. Alors votre film, c'est un western d'animation sur la jeunesse de Calamity Jane, c'est bien ça? Si vous pouvez nous en parler en quelques mots. Oui, c'est un western dans le sens où ça se passe dans le Grand Ouest. C'est l'histoire de la jeune Calamity, enfin celle qui va devenir Calamity Jane plus tard. Et elle est dans ce qu'on appelle la route de l'Oregon. Elle fait la route de l'Oregon avec ses parents, c'est-à-dire que c'était une piste en fait qui allait d'est en ouest pour aller ou en Oregon ou en Californie. Et son père a un accident et elle va devoir le remplacer pour conduire le chariot, conduire les chevaux, faire du cheval, les amener à la rivière. Et avec ça, elle va découvrir la vie des garçons. Et à l'époque, les jeunes filles restaient vraiment aux alentours du chariot. Il fallait pas trop qu'elles bougent. Et là, elle va devoir découvrir la vie des garçons et la liberté qui va avec. Et comme elle a beaucoup de caractère, quand on va lui demander de rendre cette liberté, elle va refuser. Et ça va l'emmener dans une aventure à la poursuite d'un voleur. Et voilà, c'est une chouette histoire. Et c'est un film franco-danois. Oui, c'est ça. On a fait une coproduction avec Norlum, qui est un studio avec qui on avait déjà travaillé sur Tout en haut du monde et qu'on connaît bien. Et c'était un plaisir de retrouver leurs équipes. Et le film va sortir en salle le 14 octobre en France. Sur le site du festival, du coup, on a pu voir les premières images. On peut voir une featurette, c'est bien ça? Qu'est-ce que c'est une featurette? C'est ça. En fait, comme on pouvait pas mettre le film en accès libre à tout le monde dans le monde entier pour 15 €, parce que c'est le principe du festival online de Annecy cette année. Nous, ça aurait d'une part changer la chronologie des médias, et puis il y avait un risque évident de piratage, donc on pouvait pas le mettre à disposition, contrairement au festival. Et donc contrairement au moment où le festival est un vrai festival avec des vrais gens. Et donc on a décidé de faire ce petit montage qui est un mix entre des extraits du film et des extraits du documentaire qu'on a fait en même temps que le film.
Bon, on espère que ce sera le début d'une longue série de récompenses. Ça a été le cas l'année dernière avec J'ai perdu mon corps de Jérémy Clapin. Hein. C'est après Annecy, il avait fait un très beau parcours jusqu'aux Oscars. On vous souhaite le même parcours. Ah ben je le souhaite, parce que c'est un des plus beaux films d'animation que j'ai vu depuis bien longtemps. J'ai perdu mon corps. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous, Rémi Chaillet. Au revoir. Et félicitations à lui et à son long métrage. Tous donneurs, 12 000 personnes attendent un don d'organes en France. En cette journée nationale de réflexion sur le don d'organes, faisons le point. En France, la loi indique que nous sommes tous présumés donneurs, c'est-à-dire donneurs d'organes et de tissus, sauf si nous avons exprimé de notre vivant le refus d'être prélevés. Le taux de refus en France est de 30%. Il est plus faible à Annecy avec 20,5%. Et c'est un travail de longue haleine pour l'équipe de coordination du centre hospitalier Annecy-Genevois. Fanette de Buisson les a rencontrés alors qu'ils travaillent à développer encore des moyens d'action. Reportage. Comme de nombreux services de l'hôpital, la coordination des dons d'organes retrouve une activité normale à Annecy. Au cœur de la crise, aucun prélèvement n'a été réalisé. Pourtant, le besoin reste conséquent. 12 000 personnes sont en attente de greffe en France pour 6 000 réalisées en 2019. Parmi ces greffes, 459 l'ont été grâce au protocole Maastricht 3. L'hôpital d'Annecy a été l'un des premiers à le mettre en place il y a 5 ans. On était site pilote, c'est une nouvelle catégorie de donneurs d'organes. Ce sont malheureusement des gens qui décèdent en réanimation après que les réanimateurs aient décidé d'arrêter les traitements. Donc l'arrêt de la respiration artificielle entraîne le décès et après le décès, il y a une opportunité de don d'organes. C'est un protocole nouveau en France depuis 2015. Dans le cadre de ce protocole, la difficulté, c'est plus en fait du point de vue de la réanimation, c'est de prendre la décision d'arrêter les traitements et que cette décision soit bien sûr partagée par les proches et basée selon la volonté du patient qui va décéder. Et ensuite, il y a des contraintes techniques pour la préservation des organes, ces contraintes techniques, elles sont assez lourdes par rapport à d'autres catégories de dons d'organes comme les donneurs en mort encéphalique. Mais finalement, l'expérience de 5 ans nous montre qu'il y a peu de complications liées à cette technique et qu'en général, quand un donneur a dit oui pour le don d'organes, on arrive à la mettre en place assez facilement. Ce jour-là, les équipes de réanimation et de coordination des dons d'organes écoutent attentivement le docteur Édouard Sage, chirurgien de l'hôpital Foch. Après les reins et le foie, les poumons peuvent désormais être prélevés dans le cadre du protocole Maastricht 3. Ça fait 4 ans environ qu'on était en attente d'une organisation locale et d'une collaboration avec un hôpital qui fait déjà du prélèvement pulmonaire. Il y a peu de sites de transplantation pulmonaire qui utilisent les greffons pulmonaires issus de donneurs à Maastricht 3. Mais voilà, avec la collaboration qu'on envisage avec l'hôpital Foch, on pourrait envisager le prélèvement de 3 à 4 poumons supplémentaires. L'équipe d'Annecy espère pouvoir mettre en place une telle opération dès l'automne. Après une baisse en 2018, les greffes d'organes sont reparties à la hausse en France en 2019, une hausse en partie favorisée par le protocole Maastricht 3. On prend de la hauteur maintenant grâce à Nathan Paulin, eyeliner professionnel. Il a décidé d'accrocher son câble à Saint-Gervais pour traverser les gorges du Bonan à 150 mètres du sol. Vous le voyez, les images sont très impressionnantes. Ce funambule des temps modernes a ainsi parcouru 250 mètres. Et toujours à Saint-Gervais, le maire Jean-Marc Peyex prend les devants. Un arrêté préfectoral sur les conditions d'accès au Mont-Blanc devrait être signé en automne, mais le maire préfère le mettre en application dès maintenant. Alors, qu'est-ce qui change? On l'écoute au micro de Fanny de Vilaine. Le préfet a présenté le projet d'arrêté, qui est un arrêté de protection des espaces naturels, et qui va permettre justement de dire non pas ce qu'on veut interdire sur le Mont Blanc et sur ce massif du Mont Blanc, mais les seules choses qui vont être autorisées. Et ça, c'est la grande différence et c'est un raisonnement qui est nouveau pour la France et pour le monde, je pense. C'est de se dire,
Voilà, on va raisonner positivement. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? On n'y fera plus que de l'alpinisme et du ski alpinisme. Tout le reste, eh bien, sera interdit, ou si on doit le faire, eh bien, ce sera une dérogation qui sera accordée par le préfet. Vous pourrez faire de l'alpinisme, monter au Mont Blanc ou sur les autres sommets qui sont dans ce site qui est relativement vaste quand même, qui comprend une bonne partie sur Chamonix, les Ouches, Saint-Gervais. Vous pourrez monter aussi, faire le Mont Blanc avec une voile de parapente dans votre sac et redescendre en parapente, ça il n'y a pas de souci particulier. Et l'hiver, vous pourrez effectivement monter et redescendre en ski. Voilà, mais c'est ce qu'on faisait avant. Donc on n'a pas réinventé le monde, on a simplement dit, ben voilà, le Mont Blanc, c'est une montagne qui est merveilleuse, c'est un symbole de pureté, c'est un symbole d'effort, c'est vraiment ce qui nous manque peut-être en France aujourd'hui. Eh bien le Mont Blanc va être réservé à des choses qui vont être nobles. Alors vous savez, la grande régulation de cette course, c'est d'abord les conditions climatiques et c'est aussi les conditions physiques. Donc le Covid, malheureusement, aura eu des conséquences sur la santé d'un certain nombre de personnes. Il va y avoir des conséquences, à mon avis, sur la fréquentation, parce qu'il y a quand même toute une clientèle qui vient au-delà de l'espace Schengen. Et donc, il y aura probablement un peu moins de monde sur le Mont Blanc cet été. En tout cas, ce que l'on veut, c'est qu'il y ait énormément de monde respectueuse de cette nouvelle ordre qu'on a mis en place au Mont Blanc. Le second tour des élections municipales se tiendra le dimanche 28 juin, donc dimanche prochain. Nous continuons de vous présenter, toute cette semaine nous allons le faire, les têtes de liste des différentes communes de nos départements. Ce soir, direction Régnier-Aizerilles en Haute-Savoie avec ce reportage d'Andrea Deconche. La ville de Régnier-Aizerilles se prépare pour le second tour des élections municipales. 4 candidats se sont qualifiés au premier tour. Qui prendra la succession du maire sortant, Jean-François Siclé? Arrivée en tête au premier tour, Christelle Pétex-Levé, suivie d'Olivier Venturini et Denise Lejeune. François Bonnat, lui, a préféré se retirer. Nous avons donné la parole pendant 1 minute aux 3 têtes de liste restantes. Au-delà de voter pour moi, il s'agit de voter pour une équipe, voter pour un projet, voter pour Régnier-Aizerilles. Je suis tête de liste, mais je suis avant tout à la tête d'une équipe de femmes et d'hommes qui sont soudés, dynamiques, de tout âge, très complémentaires, représentant de tous les hameaux de Régnier-Aizerilles et une équipe apolitique. Cette équipe, elle a co-construit durant ces 18 derniers mois un projet avec les citoyens, les associations, et elle saura le porter et le mettre en œuvre avec écoute et disponibilité. Voter pour vivre et plus encore, c'est voter une équipe, un projet, c'est voter pour une commune qui se voudra étonnante, active, une commune utile et une commune citoyenne. Cette commune, ce que nous souhaitons, c'est porter des projets au niveau de Régnier-Aizerilles, au niveau de son intercommunalité pour le service aux citoyens. Nous souhaitons plus que tout que les Régnerans et les Aizériens aient les yeux qui pétillent et soient fiers de leur commune. Voilà, alors Changer d'air veut amener un programme totalement différent. Il veut changer, comme son nom l'indique, changer ce qui n'a pas été fait depuis plus d'une décennie dans la ville, c'est-à-dire surtout l'urbanisme qui est le nerf de la guerre, qui commande l'esthétique, la voirie, le trafic, le bétonnage de Régnier, qui a été absolument pas maîtrisé. Nous, au contraire, on va gérer tout ça avec des compétences très fortes au niveau professionnel de la part des futurs adjoints. On amène des zones de projet pour la ville pour améliorer tout ça. On veut changer, contrairement à nos 2 listes qui sont en face, qui sont l'émanation directe de la municipalité actuelle, puisque dans les 2 listes se sont répartis l'ensemble de l'exécutif actuel qui a tout validé jusqu'à présent et tout fait ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire une gestion désastreuse de l'urbanisme. C'est pour ça que, comme notre nom l'indique, changer d'air, c'est pour changer la face de Régnier-Aizerilles pour le futur. Voter pour la liste Ensemble Autrement, c'est voter pour une équipe audacieuse, motivée et constituée de personnes aux compétences multiples qui est fortement impliquée dans le tissu associatif. Voter pour la liste Ensemble Autrement, c'est voter pour une tête de liste qui est disponible, 100% dévouée à ses concitoyens et qui l'a montré par le passé. C'est une approche sans tabou de tous les sujets, le cœur de ville, la maison de santé, une approche au plus près de ses concitoyens avec de nouveaux modes de participation démocratique. Notre programme s'adresse à tous, jeunes, moins jeunes. Notre programme, ce sont des valeurs fortes d'écologie, ce sont des valeurs fortes de développement durable, d'éducation et du vivre, solidarité et du vivre ensemble. Le 28 juin, pour que Régnier soit une commune où il fait bon vivre, votez Ensemble Autrement.
Les 8000 habitants de Régnier-Ezery sont attendus aux urnes le dimanche 28 juin. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. On se quitte avec un extrait du court-métrage Physique de la tristesse récompensé par un cristal ce samedi au Festival international du film d'animation d'Annecy. Passez une très belle soirée, on se retrouve demain pour un nouveau journal sur 8 Mont Blanc. Je suis né au début de janvier 1944. Je suis né durant l'hiver 1968, en Bulgarie, dans un monde plein d'espoir. Je suis né 2 heures avant le lever du soleil, mouche à vin. Je mourrai ce soir, après le coucher du soleil. Je me souviens du début de la période glaciaire, comme celle de la guerre froide. De ces 2 époques, la scène des dinosaures en train de mourir est la plus dure que j'ai jamais vue. Je tente de dérouler le fil d'Ariane dans mon labyrinthe.